Humphrey Bogart le détestait vraiment plus que quiconque. Humphrey Bogart est né Humphrey DeForest. Bogart le 25 décembre 1899 à New York. Bogart a grandi dans un foyer à la fois privilégié et complexe. Son père, le docteur Belmont DeForest Bogart, était un chirurgien aisé, et sa mère, Moda Humphrey, était une illustratrice commerciale à succès dont les œuvres ornaient souvent les magazines de l'époque. Malgré les apparences de richesse, l'enfance de Bogart n'a pas été idyllique. Il décrivait souvent ses parents comme émotionnellement distants, ce qui lui a inculqué un sentiment d'indépendance et de dureté qui sont devenus plus tard les caractéristiques et de son personnage à l'écran. Le parcours de Bogart vers le métier d'acteur n'a pas été simple. Après avoir fréquenté la prestigieuse Trinity School, puis la Phillips Academy, il devait poursuivre ses études à Yale, mais il n'a pas obtenu son diplôme et s'est plutôt enrôlé dans la marine américaine pendant la Première Guerre mondiale. Son passage dans l'armée, bien que bref, l'a marqué durablement. On raconte que c'est pendant cette période qu'il a acquis le léger défaut d'élocution qui allait plus tard contribuer à sa voix rauque distinctive, bien que les récits divergent quant à savoir si cela provenait d'une blessure causée par un éclat d'obus, d'un accident infantile ou simplement de sa façon naturelle de parler. Après la guerre, Bogart a dérivé pendant un certain temps, occupant des emplois occasionnels dans le monde du spectacle, jusqu'à ce qu'il commence finalement à travailler comme régisseur, puis comme acteur dans les années 1920, en commençant par de petites productions théâtrales, avant de passer au cinéma à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Au début, Bogart était souvent choisi dans des films pour incarner un gangster ou un criminel, apparaissant souvent comme le méchant dans des films de studio. Les rôles dans des films comme La forêt pétrifiée, 1936, où il a repris son rôle de Broadway en tant que gangster impitoyable Duke Manty, ont commencé à laisser entrevoir son potentiel pour quelque chose de plus grand. Warner Brothers a rapidement reconnu son talent et l'a mis sous contrat, ce qui a conduit à une série de performances mémorables tout au long des années 1930. Bien qu'il ait souvent été choisi pour des rôles secondaires derrière des acteurs principaux comme James Cagney et Edward J. Robinson, la présence unique de Bogart à l'écran, avec ses yeux fatigués et son débit sardonique, le distinguait de ses contemporains. Les années 1940 ont apporté à Bogart la reconnaissance qui allait faire de lui une légende. Avec sa performance révolutionnaire dans High Sierra 1941, réalisée par Raoul Walsh, le public a commencé à le considérer comme plus qu'un simple acteur de soutien. Son rôle de Roy Earl, un hors-la-loi condamné avec un cœur étonnamment humain, a démontré sa capacité à apporter de la profondeur et des nuances à des personnages qui auraient pu être unidimensionnels. Plus tard cette même année, sa collaboration avec le réalisateur John Huston dans Le Faucon maltais a cimenté sa réputation d'acteur principal. En incarnant le détective privé Sam Spade, Bogart a contribué à établir la norme de l'archétype du détective dur à cuire dans le film noir, créant un personnage à la fois cynique, plein de principes et infiniment fascinant. Bien sûr, aucune discussion sur Bogart ne serait complète sans mentionner Casablanca, 1942, peut-être son héritage le plus durable. En tant que Rick Blaine, le propriétaire de boîtes de nuit blasé déchiré entre l'amour et le devoir pendant la Seconde Guerre mondiale, Bogart a livré une performance qui a trouvé un écho auprès du public à l'échelle mondiale. Son alchimie avec Ingrid Bergman, ses répliques les mémorables et son attitude stoïque mais vulnérable ont fait de Casablanca l'un des plus grands films de tous les temps et ont fait de Bogart une star internationale. Pour beaucoup, Rick Blaine n'est pas seulement un personnage, mais l'incarnation de Bogart lui-même, dur à l'extérieur, tendre au fond et toujours guidé par un sens de l'intégrité. Bogart a continué à dominer l'écran tout au long des années 1940 et 1950, apparaissant dans des classiques tels que Le port de l'angoisse 1944, où il a rencontré et est tombé amoureux de Lorraine Ball, alors âgée de 19 ans. Leur romance, à l'écran comme à la ville, est devenue l'une des histoires d'amour les plus célèbres d'Hollywood. Mariés en 1945, Bogart et Béal ont joué ensemble dans plusieurs films, dont Le Grand Sommeil, 1946, Les Passagers de la nuit, 1947 et Key Largo,
1948. Leur partenariat a été marqué par une alchimie étincelante, des échanges spirituels et un profond respect mutuel, capturant le cœur du public qui les admirait autant pour leur dévotion hors écran que pour leur magie à l'écran. La carrière de Bogart s'est également distinguée par son refus d'être cantonné à un seul type de rôle. Il a assumé une variété de rôles allant du capitaine cynique mais héroïque dans l'Odyssée africaine, 1951, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur, au scénariste troublé dans Le Violent, 1950, un film qui a révélé sa capacité à la vulnérabilité et à la complexité. Ses performances ont démontré que Bogart n'était pas simplement un dur à cuire, mais un acteur vraiment polyvalent qui pouvait incarner un large éventail d'émotions et d'expériences humaines. La vie personnelle de Humphrey Bogart, en particulier ses mariages, reflétait la turbulence, la passion et la stabilité finale qui reflétaient souvent les thèmes de ses rôles au cinéma. Son premier mariage a eu lieu avec l'actrice de théâtre Helen Menken en 1926. À l'époque, Bogart était encore un acteur en devenir, luttant pour s'imposer à Broadway et pas encore la légende de l'écran qu'il allait devenir plus tard. Menken était déjà une actrice de théâtre accomplie, et leur union semblait à beaucoup être un partenariat prometteur entre deux talents ambitieux. Cependant, la réalité était beaucoup moins harmonieuse. Leur mariage a été de courte durée, ne durant qu'environ 1 an, et aurait été en proie à d'intenses désaccords et à une incompatibilité. Ils ont divorcé en 1927, et bien que peu de détails subsistent sur la profondeur de leur conflit, la plupart des historiens pensent que la combinaison de la volonté incessante de Bogart de faire carrière et des propres ambitions de Menken a créé un environnement dans lequel l'amour ne pouvait pas survivre. Leur brève période ensemble est souvent considérée comme un premier exemple de la difficulté de Bogart à concilier ses relations personnelles avec ses aspirations professionnelles. En 1928, Bogart contracte son deuxième mariage, cette fois avec Mary Phillips, une autre actrice qui, comme Menken, s'était fait un nom dans le monde du théâtre. Phillips était connu pour son esprit vif et son indépendance, et sa relation avec Bogart a duré considérablement plus longtemps, s'étendant sur près d'une décennie. Le couple s'est marié à une époque où Bogart avait encore du mal à passer des rôles au théâtre au monde plus compétitif du cinéma. Leur vie commune a été remplie par le monde social des cercles théâtraux à New York. Et pendant un certain temps, il est apparu que leur relation offrait à Bogart un sentiment de stabilité et de camaraderie. Cependant, alors que la carrière de Bogart commençait à s'accélérer à Hollywood, au milieu des années 1930, leur mariage a été confronté à de nouvelles tensions. Phillips, contrairement à Bogart, ne souhaitait pas déraciner sa vie pour l'industrie cinématographique et elle préférait rester à New York plutôt que de le suivre à Los Angeles. Cette divergence d'ambition et de géographie a finalement conduit à leur séparation et à leur éventuel divorce en 1937. Bien que la séparation ait été relativement amiable par rapport à certains des problèmes conjugaux ultérieurs de Bogart, elle a souligné le thème persistant dans sa vie de la promotion de carrière, prenant le pas sur le bonheur personnel. Le troisième mariage de Bogart, avec Mayo Methot en 1938, a été de loin le plus tristement célèbre et le plus instable de ces unions. Methot, également actrice, était talentueuse mais de plus en plus troublée par des démons personnels, en particulier la jalousie et l'alcoolisme. Leur mariage a été marqué par une passion intense, mais aussi par de fréquentes disputes violentes qui dégénéraient souvent en scène publique. Methot a gagné le surnom de Sluggy pour son tempérament fougueux, et le couple est devenu célèbre à Hollywood en tant que Battling Bogarts. Les amis et les collègues parlaient souvent des disputes et des altercations physiques qui ont ponctué leur vie commune. Bien que Bogart lui-même n'ait pas été insensible à la consommation excessive d'alcool et ait pu être bagarreur, c'est l'instabilité de Methot qui a rendu le mariage intenable. Malgré la tourmente, Bogart est resté avec elle pendant 7 années tumultueuses, peut-être par sens de la loyauté, par habitude, ou par le genre d'endurance fataliste qu'il incarnait souvent dans ses films. Cependant,
Alors que sa carrière montait en flèche avec des rôles majeurs au début des années 1940, le contraste entre son succès professionnel et sa vie familiale chaotique est devenu plus frappant. Leur mariage a finalement pris fin par un divorce en 1945, date à laquelle Bogart avait déjà commencé un nouveau chapitre de sa vie personnelle qui allait le définir plus positivement. Ce nouveau chapitre a commencé avec Lorraine Bacall, que Bogart a épousée plus tard en 1945. Contrairement à ses mariages précédents, qui s'étaient terminés par une déception ou un désastre, son union avec Bacall est devenue l'une des histoires d'amour les plus célèbres d'Hollywood, et c'est Hollywood. Bacall, de près de 25 ans sa cadette, avait rencontré Bogart sur le tournage du Port de l'Angoisse, 1944, son premier film. L'alchimie entre eux a été instantanée et électrique, à l'écran comme à la ville. Alors que certains ont d'abord rejeté la relation comme un engouement passager, il est vite devenu clair que leur lien était profond, authentique et durable. La jeunesse, la sophistication et la personnalité terre-à-terre de Bacall semblaient équilibrer le cynisme et l'intensité de Bogart. Ensemble, ils sont devenus un couple emblématique d'Hollywood, admirés non seulement pour leurs films, mais aussi pour l'authenticité de leur relation dans une industrie souvent remplie d'unions superficielles. Ils ont ensuite joué ensemble dans plusieurs films, dont Le Grand Sommeil, 1946, Les Passagers de la Nuit, 1947, et Key Largo, 1948, ce qui a confirmé leur statut de l'un des couples les plus légendaires du cinéma. Au-delà de l'écran, ils ont fondé une famille ensemble, accueillant 2 enfants, Steven et Leslie. Leur mariage a duré jusqu'à la mort de Bogart en 1957, et Bacall est resté dévoué à sa mémoire tout au long de sa vie, le décrivant souvent comme le grand amour de sa vie. Humphrey Bogart était connu dans tout Hollywood comme un homme qui disait ce qu'il pensait sans hésitation. Et bien qu'il respectait nombre de ses collègues acteurs, il n'avait pas non plus de problème à faire comprendre clairement quand il n'aimait pas quelqu'un. Parmi tous ses contemporains, il y avait un individu qui semblait susciter ses critiques les plus acerbes et ses remarques les plus mordantes. Spencer Tracy. Bien que Tracy ait été largement salué comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération, Bogart nourrissait une profonde aversion pour lui et il n'hésitait pas à dire aux autres ce qu'il ressentait. Interrogé sur Tracy, Bogart a un jour déclaré sans ambages « Je ne peux pas supporter ce type. Il est arrogant et il pense que le monde tourne autour de lui. » Ces mots reflétaient non seulement une rivalité professionnelle, mais aussi un véritable dégoût personnel. La tension entre les 2 hommes découlait à la fois de leur personnalité et de leur style. Tracy avait la réputation à Hollywood d'être lunatique, exigeant et souvent difficile à travailler avec. Bogart, qui s'enorgueillissait de son professionnalisme, méprisait ce qu'il considérait comme le sentiment de supériorité de Tracy. Tracy arrive sur un plateau comme s'il rendait service à tout le monde en se présentant, aurait fait remarquer Bogart. Pour Bogart, le métier d'acteur était une question de travail acharné, de discipline et de courage, et il en voulait à l'idée que Tracy semblait se comporter comme s'il était au-dessus de tout le monde. Le dédain de Bogart a été amplifié par la façon dont Tracy était constamment célébré par les critiques et le système des studios, ce qui, selon Bogart, passait inaperçu, le style brut et non glamour qu'il apportait lui-même à l'écran. Une partie de l'animosité est également née de la réputation de Tracy en tant que grand buveur et homme sujet à des accès de colère. Bogart, qui avait ses propres problèmes avec l'alcool, a reconnu ses défauts, mais ne les a pas considérés comme attachants. Au lieu de cela, il critiquait ouvertement le comportement de Tracy, en disant « Ce n'est pas un génie torturé, c'est juste un ivrogne qui s'en sort parce que les studios ont besoin de lui. » Aux yeux de Bogart, les défauts de Tracy étaient excusés et même romancés, alors que d'autres à Hollywood auraient été punis ou mis de côté pour la même conduite. Cette hypocrisie mettait Bogart en colère, car il estimait que le statut de Tracy lui conférait des privilèges qu'il ne méritait pas. À un niveau plus profond, Bogart n'aimait pas non plus l'approche de Tracy en matière de jeu d'acteur. Tracy était connu pour son style naturaliste, souvent loué pour sa capacité à faire paraître le jeu d'acteur sans effort. Pourtant, Bogart était sceptique quant à cette image.
Ils appellent ça naturel, a-t-il raillé un jour. Moi, j'appelle ça de la paresse. Il joue le même rôle dans chaque film et les gens agissent comme si c'était du génie. Pour Bogart, qui s'est battu avec acharnement pour faire carrière grâce à des années de petits rôles et de lutte dans le système des studios, la réputation élevée de Tracy semblait imméritée. Bogart valorisait la transformation, l'intensité et l'authenticité. Alors qu'il accusait Tracy de se reposer sur son charme et sa réputation, la version personnelle allait au-delà des griefs professionnels. Hollywood était un cercle social restreint et Bogart se retrouvait souvent dans des rassemblements où Tracy était présent. Leurs interactions étaient tendues, Bogart ne faisant guère d'efforts pour cacher son mépris. Il était connu pour marmonner entre ses dents lorsque Tracy entrait dans une pièce et plus d'une fois, il a dit à ses amis « Si Spencer Tracy est dans les parages, vous pouvez me rayer de la liste ». Il évitait les fêtes ou les dîners. S'il savait que Tracy serait là, préférant passer du temps avec des personnes en qui il avait confiance et qu'il admirait. Cet évitement n'a fait qu'approfondir le fossé entre eux, car il est devenu clair pour tout le monde à Hollywood que les deux hommes ne pouvaient pas se supporter. Ce qui rendait la haine de Bogart pour Tracy si particulière, c'était le contraste avec la façon dont il traitait les autres acteurs. Bogart n'était pas un homme facile et il pouvait être acerbe dans ses remarques, mais il avait aussi de profondes amitiés avec des collègues comme John Huston et Lauren Bacall et il respectait des acteurs comme Edward G. Robinson et James Cagney. Avec Tracy, cependant, il n'y avait pas de juste milieu, pas d'adoucissement au fil des ans. Même si Bogart a vieilli et s'est adouci à certains égards, son attitude envers Tracy est restée inchangée. Il y a des gens qu'on n'aime pas, quoi qu'ils fassent, expliquait-il un jour. Et pour moi, Tracy est l'un d'eux. Malgré leur célébrité mutuelle, Bogart et Tracy n'ont jamais travaillé ensemble sur un film, et beaucoup pensent que ce n'était pas un hasard. Les studios, conscients des sentiments forts de Bogart, ont probablement évité de les associer pour éviter les conflits sur le plateau. Bogart lui-même a admis « Je ne tiendrai pas une semaine sur un film avec lui. Soit il me tuerait, soit je le tuerais. » Cette évaluation brutale montre à quel point l'animosité était profonde. Il ne s'agissait pas simplement d'une question de rivalité ou de compétition, mais d'un véritable affrontement personnel qui n'a jamais pu être résolu. En fin de compte, la haine de Bogart pour Spencer Tracy faisait autant partie de sa personnalité candide que ses performances légendaires à l'écran. Alors qu'Hollywood continuait de célébrer Tracy comme un grand acteur, Bogart est resté ferme dans sa conviction qu'il était surestimé et insupportable. Ses mots, tranchants et impitoyables, ne laissaient aucun doute sur l'intensité de ses sentiments. « Je me fiche du nombre d'Oscars qu'il gagne », a dit Bogart. « Je ne croirai jamais à son numéro. » Pour Bogart, Spencer Tracy n'était pas un acteur comme les autres. Il était le seul homme à Hollywood qu'il méprisait vraiment plus que tous les autres. Vers la fin de sa vie, Bogart a développé un cancer de l'œsophage. Comme il n'a jamais consulté de médecin, son état n'a pu être déterminé qu'en janvier 1956. À ce moment-là, il était trop tard pour la chirurgie ou la chimiothérapie. Il est mort de cette maladie le 14 janvier 1957.